Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? La folie-évaluation, le malaise social contemporain mis à nu, la dignité de penser, la santé totalitaire, essai sur la médicalisation de l'existence. Ces quelques exemples de titres, qui ne sont qu'une partie de votre dense bibliographie, parlent d'eux-mêmes et semblent déjà montrer les sujets qui vous tiennent à cœur et les réflexions que vous allez certainement nous faire partager aujourd'hui. Dans votre dernier ouvrage, L'individu ingouvernable, vous explorez les tensions à l'œuvre dans les trois métiers que Freud décrivait comme impossibles, éduquer, soigner et gouverner. Un tel ouvrage se devait de figurer aux journées de la Fédération Addiction. En effet, le soin est encore le métier qui apparaît comme le plus évident pour une fédération d'intervenants en addictologie. Éduquer n'en est pas moins un métier essentiel, en particulier lorsque nous appelons à développer la prévention ou encore une stratégie d'intervention précoce pour prévenir les usages problématiques. En revanche, s'il n'est pas dans l'optique de la fédération de gouverner au sens strict, elle s'est donnée pour mission de peser sur les politiques publiques en matière d'addiction. Elle est donc nécessairement liée aux politiques. Vous l'avez compris, la Fédération Addiction est bien au cœur des mouvements que vous décrivez dans vos ouvrages. D'une manière générale, nous nous efforçons de ne pas considérer l'addiction uniquement comme un symptôme individuel et de ne pas perdre de vue que les usages sont pour grande partie le produit d'une société qui les sécrète. Ce point, largement développé par le concept de société addictogène, doit donc rester un élément cardinal pour éviter la pénalisation du consommateur problématique. Réintroduire notamment la nécessité de la réduction des risques et des dommages comme faisant partie intégrante de l'addictologie joue un rôle important pour ne pas réduire le sujet consommateur à la souffrance induite par sa consommation, mais bien comme un élément qui peut participer à son équilibre et à son adaptation, dont nous n'avons pas à juger. Les liens entre santé et justice est un autre point pour lequel la Fédération agit, en essayant de mettre au travail la question du traitement judiciaire des addictions, comme l'a souligné Mme Jourdain-Méninger. De même, nous soutenons que la prévention des addictions n'a que peu de rapport avec la prévention de la délinquance. Prévention des addictions et prévention du trouble à l'ordre public est la ligne de crête sur laquelle nous agissons. Soutenir cette distinction reste encore le long chemin que nous avons à parcourir. Enfin, l'évaluation est un sujet pour lequel la Fédération prend largement sa part en participant aux travaux de l'ANESM, l'Agence nationale d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ici, l'enjeu paraît capital de ne pas se perdre dans une évaluation à tout crin qui transformerait le professionnel du soin en un technicien pur chargé d'appliquer des procédures prédéterminées. Elles auraient pour issue la prolétarisation du professionnel de santé et la mécanisation de l'humain englué dans cette technique. Il y a encore fort à faire pour naviguer aisément entre une adaptation au sujet que nous rencontrons et une standardisation de la filière de soins qui reviendrait à considérer toutes les personnes comme équivalentes et donc interchangeables. Pour autant, formaliser, évaluer, modéliser sont des choses que nous défendons. Elles permettent de communiquer, de partager, de transférer nos connaissances, d'avoir et de donner une visibilité sur nos actes de soins, de prévention et de réduction des risques. Elle permet de sortir d'une vision tautologique qui ne laisserait que de peu de place et de marge de manœuvre au sujet qui nous demande accompagnement et soutien. La Fédération œuvre donc bien dans l'impossible. Le curseur ne sera jamais trouvé entre la part sociétale et individuelle de la souffrance du sujet, entre la nécessité de présenter une offre de soins lisible et communicable et une standardisation qui tenterait d'évacuer l'humain du parcours des consommateurs. Il ne sera jamais trouvé entre soigner sans participer à un contrôle et proposer une rééducation davantage orientée sur la paix sociale que sur la nécessaire adaptation du marginal, le fameux toxicomane. Donc vous l'avez compris, c'est pour moi un grand honneur d'introduire votre propos pour cette journée nationale de la Fédération Addiction. Et comme l'Assemblée réunie aujourd'hui, de vous écouter. Votre analyse aiguisée de la société dans laquelle nous vivons et de ce qu'elle produit nous encourage à ne pas abandonner la pensée qui doit sous-tendre nos actions fédératives. Par vos ouvrages, et aujourd'hui votre intervention, vous nous invitez à nous interroger, à ne pas perdre de sens le sens de nos combats, dans l'agencement de sa technique, et contribuer à nous laisser surprendre, parfois bousculer, par la façon dont notre action s'inscrit dans le débat, qu'il soit débat d'experts ou débat public. Bref, qu'en ces temps de crise, nous ne perdions pas le récit que nous avons à construire, ensemble, entre intervenants, adhérents, et surtout avec les personnes qui s'adressent à nous. Roland Gori, merci. Eh bien, David Saint-Vincent, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. J'espère ne pas me montrer trop inégal à vos promesses. Bonjour d'abord à toutes et bonjour à tous.
Je voudrais remercier Jean-Jacques Santucci et la Fédération de cette invitation, et en particulier son président Jean-Pierre Coutron, qui a largement, je dirais, ouvert par son intervention le chemin sur lequel je vous propose maintenant de nous promener. Pour commencer, un peu, je dirais, dans mes habitudes, je commencerai par quelques citations qui vont un peu séquencer, si vous voulez, les thèmes que je vais aborder pendant l'heure et quart que vous m'avez très généreusement attribué. La première citation est de John Keynes, un économiste que j'ai connu grâce à mon ami Bernard Maris, qui a été, comme vous le savez, assassiné en janvier 2015 à Charlie Hebdo. Keynes écrit « Nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne versent pas de dividendes. » Bien sûr, c'est la critique que je ferai tout à l'heure du pragmatisme et de l'utilitarisme. La deuxième citation est de Max Weber, qui, à mon avis, trace ce qu'il en est aujourd'hui de cette normalisation des comportements à laquelle on nous invite. Liée à la rationalisation de la technique et à celle du droit, l'émergence du rationalisme économique, c'est-à-dire le capitalisme, fut en effet également tributaire de la capacité et de la disposition des hommes à adopter des formes spécifiques de conduite de vie, pratiques et rationnelles. C'est pourquoi, bien évidemment, le soin est aujourd'hui pris dans une matrice d'intelligibilité politique. Nietzsche a déjà été cité, je vais donc le citer à ma manière. « Croyez-moi, si les hommes doivent travailler et produire dans l'usine de la science avant de parvenir à maturité, la science sera bientôt ruinée, de même que les esclaves trop tôt employés dans cette usine. Je regrette qu'il faille utiliser le jargon des négriers et des patrons pour traiter de matières auxquelles l'utilité et le besoin matériel devraient rester étrangers. Mais les mots usine, marché du travail, offre, productivité, avec toute la terminologie usuelle de l'égoïsme, viennent inévitablement aux lèvres lorsqu'on veut dépeindre la nouvelle génération de savants. Tout aussi bien, on pourra ajouter la nouvelle génération de soignants. La dernière citation est d'un écrivain que vous connaissez, qui s'appelle Henri Miller, et qui écrit « Le soin et l'amour dont on entourait jadis le corps humain vont maintenant aux machines. Les machines reçoivent la meilleure nourriture, la plus grande attention. Les machines coûtent cher, les vies humaines sont bon marché. Jamais dans l'histoire du monde, la vie n'a été à meilleur marché qu'aujourd'hui. Comme il est naturel dès lors que le soutien de la vie soit totalement dénué de valeur. » Alors, l'argument principal de mon exposé va reprendre certaines des thèses développées dans mes derniers travaux que David a bien voulu évoquer. La façon de comprendre le monde pour un sujet singulier et collectif se trouve inséparable des pratiques sociales qui imposent et qui s'imposent à un moment donné dans une société donnée. À partir de ce moment-là, on peut considérer que les formes du savoir, que les manières de soigner, sont inséparables des formes de pouvoir, sont inséparables des pratiques sociales, c'est-à-dire des logiques de domination sociale. À partir de là, on peut s'interroger sur les changements à l'œuvre aujourd'hui, changements au sein des connaissances scientifiques, changements au sein des pratiques thérapeutiques. À partir de là, on peut s'interroger sur les changements de paradigme dans la manière de connaître et de soigner. Je précise qu'il s'agit de mutations des savoirs, lesquels conditionnent la recherche et les soins. Il ne s'agit pas des sciences dont la légitimité relève de notre niveau de validation, celui de l'épistémologie. Mais il n'empêche, c'est la thèse que je vous propose, il y a une porosité entre les découvertes scientifiques et thérapeutiques et puis la grammaire des savoirs qui les filtre, les favorise ou les empêche. Michel Foucault écrit « Chaque forme de savoir est donc liée à l'exercice d'un pouvoir s'exerçant selon un rite dont elle apparaît comme l'effet. L'évaluation aujourd'hui est le rituel de la religion du marché. » C'est dire d'entrée de jeu que l'état d'un savoir, d'une forme de savoir, d'un modèle de pratique thérapeutique, à un moment donné, dans une société donnée, ne peut pas simplement envisager
en termes de validité épistémologique, en termes de validité scientifique. La forme d'un savoir, mais bien sûr c'est la même chose au niveau des manières de soigner ou d'accompagner. La forme d'un savoir, la grammaire des discours qui conditionnent des pratiques à un moment donné, dans une société donnée, dépend étroitement des formes de pouvoir, de leur généalogie et en particulier de l'économie matérielle et symbolique qui organise la société. Le savoir, je le précise encore, n'est pas la science. Il constitue la grammaire des discours et des pratiques que la culture, que le social juge acceptables à un moment donné. Le savoir est ici tout à fait comparable à une architecture des discours qui soutiennent les édifices des sciences et des thérapeutiques. Donc il ne faut pas confondre bien évidemment les échafaudages avec les bâtiments, mais aucun édifice ne saurait se construire sans les échafaudages du savoir. Ces échafaudages, surtout dans le champ qui est le nôtre, sont de nature sociale, culturelle et politique. Nos pratiques reflètent donc les environnements mentaux d'une époque, ses valeurs, ses contradictions et ses codes culturels. Nos pratiques, comme les savoirs qu'elles privilégient, ne font que refléter la substance éthique d'une société. Elles participent aussi à la définir, à la construire, à la légitimer. Nos diagnostics psychiatriques, par exemple, reflètent la substance éthique de nos sociétés. Et ces diagnostics portent à eux-mêmes, dans la manière de nommer, portent à eux-mêmes, tout comme les symptômes qu'ils nomment et qu'ils tentent de capturer, ces diagnostics portent la trace d'une culture, la trace d'une vision du monde, la trace d'une conception de l'humanité. Et ces diagnostics participent à légitimer les codes culturels à œuvre dans une société donnée à un moment donné. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse, ce sont les conditions sociales et culturelles qui permettent l'émergence d'un type de savoir, son développement, son soutien ou sa récusation. C'est-à-dire ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle son utilité sociale. Mais pas l'utilité sociale au sens de service rendu aux citoyens. Non, utilité sociale au sens de service rendu aux logiques de pouvoir, ce qui n'est pas du tout, bien sûr, la même chose. C'est dire que la réception sociale d'un savoir ou d'une manière de soigner dépend des services que ces dispositifs rendent à l'hégémonie culturelle d'une société, à ses idéologies. Tout savoir appartient à son époque, quand bien même la logique de la découverte scientifique, bien évidemment, ne s'y réduit pas. Le grand historien Marc Bloch, que j'aimais beaucoup, aimait répéter un vieux proverbe arabe : « Les hommes ressemblent plus à leur époque qu'à leur père ». L'archéologie des savoirs, comme dit Foucault, c'est l'entreprise sociale qui révèle ce qui, dans la culture, les a rendus possibles, si vous voulez, des règles et des concepts qui participent à leur découverte. Par exemple, Bourdieu insiste, les conditions d'émergence sont des conditions favorisantes, ce ne sont pas des conditions nécessitantes. Donc, vous voyez, ce sont des facteurs favorisants. Bon, j'ai essayé de montrer, si cela vous intéresse, j'ai fait une conférence au Collège de France en octobre 2014 sur l'émergence de la psychanalyse pour montrer que, justement, la psychanalyse n'émerge pas à n'importe quel moment au niveau de la société, mais au moment où il y a une crise du libéralisme. Vous pouvez aller sur le site du collège, on doit pouvoir podcaster cette conférence. Donc, vous voyez, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les découvertes scientifiques, médicales et artistiques sont favorisées par l'esprit d'une époque. Favorisées, mais pas créées complètement, bien sûr. Ce ne sont pas des constructions sociales, ça c'est une grossière erreur du relativisme que de considérer que les concepts, les pratiques sont des constructions sociales. C'est pas ça. Si vous voulez, il y a une grammaire des discours qui va faire qu'à un moment donné, ça passe ou ça passe pas, ça va être favorisé ou ça va être inhibé ou empêché. C'est par exemple aujourd'hui le cas de la psychanalyse, comme vous le savez. Alors, je vais prendre juste un exemple très rapide là, dans l'histoire de la médecine. Le grand historien Henri Sigériste montre que la découverte de la physiologie de la circulation sanguine est inséparable de l'esprit baroque qui apparaît au XVIIe siècle en Europe. C'est la profonde transformation dans la façon de considérer le monde, si vous voulez, qui donne à la nouvelle science médicale du XVIIe le point de vue perspectiviste, un point de vue illimité, qui permet justement de passer, si vous voulez, on va dire pour faire vite, du paradigme
anatomique au modèle physiologique. Sigériste écrit « L'homme du baroque ne s'intéresse pas à ce qui est, mais à ce qui va être. Le baroque est infiniment plus qu'un style dans l'art, il est l'expression d'une forme de pensée qui règne à cette époque dans tous les domaines de l'esprit. Dans tous les domaines de l'esprit. La littérature, la musique, la mode, l'état, la façon de vivre, les sciences. » Et il précise « La physiologie, l'idée fonctionnelle de la médecine est née de cet esprit baroque. » Il ajoute « Nous voyons que la médecine, et c'est vrai du social bien sûr, est des plus étroitement liée à l'ensemble de la culture. Toute transformation dans les conceptions médicales étant conditionnée par des transformations dans les idées de l'époque. » Posez-vous la question par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui dans le domaine du soin ou du travail social. Donc, c'est dire qu'un savoir, si vous voulez, ne relève pas simplement du champ de la science, mais qu'il émerge de la niche écologique d'une culture, qu'il participe en retour à recoder dans ses sensibilités sociales et psychologiques. Donc, c'est une façon de vous dire que je ne crois pas à l'immaculée conception des savoirs et des pratiques. Le savoir dépend étroitement des formes de pouvoir à œuvre dans une société à une époque donnée. Et donc, vous voyez, je le répète, le savoir n'est pas la science, mais il émerge au sein de nouvelles formes d'intelligibilité du monde, de nouvelles formes d'intelligibilité des autres et de nous-mêmes. Il constitue donc, si vous voulez, il apparaît dans un milieu qui va soit le laisser passer, soit le récuser. C'est ce point qui est très important. Donc, je redonne la définition du mot savoir telle que la propose Michel Foucault. Le mot savoir indique toutes les procédures et tous les effets de connaissance qu'un champ spécifique est disposé à accepter à un moment donné. C'est donc un filtre. Donc, qu'est-ce qu'on laisse passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on récuse aujourd'hui ? Ce filtre est déterminé par la grammaire des discours fabriqués, si vous voulez, dans une culture donnée, par une société donnée, à une époque donnée. Donc le savoir calibre, en gros, ce qui, de la science, va se trouver admis ou récusé dans le social. Le savoir, c'est finalement l'ensemble des règles qui régissent les discours à une époque donnée et qui fait d'ailleurs que des champs très différents, si vous voulez, de recherche, très hétérogènes, ont quand même des points communs. Ces points communs, ils les détiennent en quelque sorte, justement, du style anthropologique admis à un moment donné, c'est-à-dire justement le savoir. Alors, je voudrais juste maintenant vous parler du gouvernement de soi et du gouvernement des autres, puisque c'est effectivement la proposition qui a été faite. Je n'ai eu de cesse tout au long de ces dernières années de vous parler de la psychopathologie, de la psychiatrie, de la psychologie, de la médecine comme d'un fait de civilisation. Je n'ai eu de cesse ces dernières années de rappeler que dans tout choix de modèle théorico-pratique, ce choix n'est pas simplement scientifique, c'est pas vrai. Il y a un impensé politique et anthropologique. Et lorsque cet impensé politique et anthropologique est partagé, à un moment donné, dans une société donnée, c'est ça qui s'appelle le savoir. Ce savoir, il participe au codage des pratiques, il participe, si vous voulez, au codage aussi des cultures d'une civilisation. La psychanalyse a constitué, par exemple, une révolution symbolique répondant à la fin du XIXe siècle à la crise du libéralisme. Aujourd'hui, elle est elle-même en crise. Elle n'est pas en crise pour des raisons simplement épistémologiques ou pour des raisons thérapeutiques. Elle est en crise eu égard au fait qu'elle n'est pas facilement soluble dans l'instrumentalisme, l'utilitarisme, le pragmatisme de notre société, qui lui préfère bien sûr des techniques d'orthopédie sociale accomplies à l'aide de machines numériques qui surveillent, contrôlent et façonnent les comportements. C'est donc, selon moi, si vous voulez, cette mutation anthropologique et sociale produite par les développements et l'explosion sans précédent des nouvelles technologies, en particulier numériques, qui organise la rationalité technique des nouveaux dispositifs de soins, d'éducation et de gouvernement des humains. Et cette conséquence, elle est, il faut bien en prendre toute la portée, elle est philosophique et politique, puisque en fabriquant des objets ou en produisant des services, l'humain se produit lui-même et en se produisant, il produit un type d'humanité. Donc en gros, interrogez-vous pour savoir quel type d'humanité vous fabriquez en quelque sorte, si vous voulez, par la manière dont vous rendez
les services du soin ou de la recherche ou de l'éducation ou du gouvernement. Un point qui est extrêmement important dans ce que je vais essayer de développer, n'est-ce pas, c'est rappeler quand même que dans l'histoire justement de l'Occident, le gouvernement de soi et le gouvernement des autres sont indissociables. C'est la réponse d'ailleurs de Socrate à Alcibiade, quand Alcibiade lui dit « Comment se rendre maître des hommes et de la nature ?» Socrate lui répond « Commence par te gouverner toi-même ». Le terme grec est plus important, c'est « Commence par être le thérapeute de toi-même ». Donc c'est une forme de transformation de soi, c'est une forme de gouvernement de soi, c'est une forme d'ascèse. C'est très important, puisque d'une certaine manière, on peut dire que la manière dont vous soignez, ou la manière dont on éduque, elle est consubstantielle de la manière dont vous êtes gouverné. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, nos préférences en matière de gouvernement des conduites, qu'il s'agisse de l'autogouvernement ou qu'il s'agisse du gouvernement des autres, passent par des procédures, des dispositifs de surveillance, de contrôle et de normalisation. Que révèlent ces préférences en matière de pédagogie et de soins, par exemple ? C'est justement le choix d'une solution technique, d'une solution technicienne. Tous techniciens, du politique jusqu'aux techniciens de surface, tous techniciens. Et, n'est-ce pas, si vous voulez, cet éloge de la technique, n'est-ce pas, elle vient, pourrait-on dire, accréditer une certaine manière de penser le monde, de se penser soi-même, de penser les autres, c'est-à-dire ce que Michel Foucault appelle un sujet éthique. La technique aujourd'hui, elle est, si vous voulez, le dispositif par excellence pour fabriquer, produire du sujet éthique, du sujet humain. Et là, on se trouve face à ce que Gunther Anders, n'est-ce pas, appelle dans l'obsolescence de l'homme, la honte prométhéenne de l'humain de ne pas être créé comme des machines, de ne pas être, fabriqué comme des machines. La honte prométhéenne d'être créé et non pas fabriqué. Je pense que cette solution technicienne, elle place les sujets humains sous curatelle. Les sujets humains comme les peuples, d'ailleurs. Bon. Elle place les sujets humains comme les peuples sous curatelle, ce que j'appelle la curatelle technico-financière, c'est-à-dire l'introduction de critères de gestion, l'introduction de critères, si vous voulez, comptables, etc., qui aujourd'hui décompose et recompose complètement nos pratiques. Ce sur quoi je voudrais essayer d'attirer votre attention, c'est que cette obsolescence programmée de l'humain, finalement, elle est justement coextensive à l'extension hyperbolique du champ de la machine, du langage de la machine. Et c'est comme cela que se transforme aujourd'hui la recherche, le soin, l'éducation, le travail social, etc. Je vais vous donner un seul exemple. Bon, un exemple que j'aime bien, je l'ai souvent cité, vous m'avez même peut-être déjà entendu en parler sur les ondes, c'est l'exemple suivant, pour essayer de montrer comment aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la technique, on conçoit, si vous voulez, le soin. C'est une expérience qui a été relatée dans Le Monde du 2 août 2014. Il s'agit d'une expérience pilote qui est conduite à Londres, mais aussi aux Pays-Bas, mais aussi aux États-Unis, etc. À la suite de la loi de 2012, vous le savez peut-être, à Londres, n'est-ce pas, il y a une répression très, très dure à l'égard de personnes qui ont été arrêtées en état d'ébriété et prises dans des altercations sociales, des injures, éventuellement des bagarres. Bon. Et tolérance zéro, elles sont obligées de pointer, elles passent parfois en procédure avec des amendes, etc. Et elles doivent retourner attester de leur taux d'alcoolémie. Alors, on a trouvé une expérience qui est formidable, vous allez voir. L'expérience pilote, elle consiste, pour vérifier leur taux d'alcoolémie, elle consiste à poser un boîtier électronique, n'est-ce pas, autour de la cheville, analogue à l'appareil imposé aux personnes assignées à résidence, qui mesure toutes les 30 minutes à partir de la sueur, leur taux d'alcoolémie. À la moindre ingestion d'alcool, l'appareil envoie une alerte qui risque de renvoyer le fautif devant le tribunal, n'est-ce pas, voire en cas de récidive régulière, de payer une amende ou d'aller en prison. Mais ce qui est très important, c'est la précision apportée par Boris Johnson, l'ex-maire de Londres, donc à cette époque-là. Il dit que ce projet ne s'adresse pas aux alcooliques les plus sérieux, les malades, ou encore, n'est-ce pas, à ceux qui sont connus de la police, c'est-à-dire les délinquants. Vous voyez, pas les malades, pas les délinquants. Non, il précise, je le cite. On vise les gens qui exagèrent un peu trop un vendredi ou samedi soir et qui se retrouvent dans des délits liés à l'alcool, par exemple des bagarres, plutôt que de les emprisonner, on peut les aider
avec cet appareil. Il ajoute, je crois que c'est moins cher et plus efficace. Alors, on peut les aider. Ça veut dire que vous avez donc là la révélation de ce qui constitue la forme de l'aide dans notre société. C'est la machine, c'est le surmoi portatif, le surmoi, n'est-ce pas, que vous avez à la cheville. Plus besoin de conscience morale, n'est-ce pas, obsolète le discours des Lumières de Kant, de s'émanciper de la tutelle des religions, des autorités, etc., de ne se fier qu'à sa raison critique et à sa loi morale, terminé, obsolète, c'est has-been, ça. Là, il y a la machine, n'est-ce pas ? C'est déjà un point très important, c'est-à-dire que la forme du souci de soi, la forme de l'aide, la forme thérapeutique, c'est la surveillance machinique, la surveillance numérique. Je crois que c'est moins cher. Ça, c'est un langage de comptable, c'est un langage de gestionnaire, c'est ce qui a produit, comme vous le savez, la tarification à l'activité. C'est plus efficace. Ça, c'est un langage de machine. En gros, ça fonctionne. On s'en fout complètement de savoir ce qu'est le sujet dans ce qu'il fait. La seule chose qu'il compte, c'est ce qu'il fait. Et on met en place des dispositifs techniques qui visent à surveiller ce qu'il fait et à corriger ce qu'il fait. Donc vous voyez, le recours à ce type d'appareil, pour gens ordinaires, c'est ce point qui est important, tend à se généraliser. Seigneurs en cavale des maisons de retraite, bambins qui font crèche buissonnière, employés modèles que l'on trace, n'est-ce pas, par l'entreprise, policiers, infirmiers, qui donnent en quelque sorte tout le tracé de leur pas numérique pour attester, n'est-ce pas, qu'ils sont sur le bon chemin. Bien sûr, les déviants sociaux, bien sûr, les déviants religieux, voire politiques. Demain, les élèves et les étudiants réfractaires. Après-demain, les politiques soucieux de montrer qu'ils n'ont rien à cacher, qui n'est pas suivi par cet appareil. Nous sommes dans un univers, voyez, où la solution technicienne est le choix préférentiel de notre culture. Alors, ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas simplement de surveiller des gens qui picolent un peu trop et qui, si vous voulez, troublent un petit peu l'ordre social. Nous sommes là vers quelque chose qui constitue le dispositif, au sens foucaldien, par lequel on fabrique le lien social. Ce n'est pas pareil. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, encore une fois, n'est-ce pas, d'appareil. Il ne s'agit pas forcément de technique. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je ne suis pas du tout technophobe. J'adore les machines, j'adore les machines numériques. Ce n'est pas ça le problème. Il s'agit, si vous voulez, de les mettre à la place de l'humain, à la place du relationnel, pour gouverner, aider, soigner, éduquer, vivre, voir, évaluer. À la place de la réflexion personnelle, à la place de la conscience morale, à la place de la relation humaine, vous avez la technique. Alors, il faut simplement un petit peu l'améliorer, la rendre plus légère, plus light, plus fun, etc. La technique, c'est donc la solution aujourd'hui proposée au métier impossible de l'éducation, du soin et du gouvernement des hommes. Et demain, n'est-ce pas, elle la remplacera. La chose tend à s'imposer. Je vais prendre très rapidement d'autres exemples. Récemment, une start-up de Polytechnique vient de mettre au point un appareil de cette sorte qui mesure le taux de dépression des individus à partir, n'est-ce pas, d'un bracelet électronique qui capte des marqueurs physiologiques et des marqueurs comportementaux. Plus récemment encore, Orange et Harmonie Mutuelle, vous le savez, c'est la première mutuelle de santé de France, viennent de signer un partenariat d'innovation qui engage de nouveaux projets de santé, des projets de e-santé. Ils ont conçu de nouveaux systèmes de téléassistance pour les personnes isolées. Cette Live Intercom contient des capteurs associés pour détecter les chutes et les malaises des personnes isolées, mais reliés. Vous voyez, c'est très important. Le lien, c'est la connexion. Ce n'est pas la relation, c'est la connexion. Le traitement des données, leur hébergement sur site, font que la personne peut être seule mais connectée. Nous sommes donc dans une société du seul ensemble. Seul ensemble. Alors, la connexion remplace la relation, ou plus précisément, tend à s'y réduire. Je me connecte, tu te connectes, donc nous sommes. Précisons, il n'y a rien à redire sur les services que peuvent rendre de tels appareils. Le problème, il n'est pas là. Et surtout, je voudrais que vous puissiez entendre cette nuance. Simplement, ils se révèlent aujourd'hui comme de nouveaux dispositifs de fabrique du lien social. C'est cela qui me paraît important. Et c'est d'ailleurs ce qu'avoue sans embâche la publicité de ces nouveaux plateaux de services proposés par Orange et Harmonie Universelle. Je cite, « Maintenir et optimiser le capital santé de tous, encourager une écoute bienveillante qui permet le renforcement du lien social. »
vous êtes capté numériquement, vous êtes dans l'écoute bienveillante qui permet le renforcement du lien social. Bon, je cite encore, promouvoir un système d'intergénération en cas d'isolement. Donc la solidarité des familles, ça veut dire la connexion à des capteurs. Le lien entre générations est assuré par une machine qui vient suppléer aux carences du lien social et affectif. Nous sommes là dans ce que j'appelle, dans mon dernier livre que je développe largement, un technofascisme. Et je pèse mes mots, un technofascisme. Ce technopouvoir s'exprime dans l'utilisation de certains capteurs, renifleurs et autres dispositifs qui récoltent nos données, prescrivent nos comportements. Bien sûr, le domaine de la neuroéconomie numérique est particulièrement actif dans nos sociétés de consommation. Ce dispositif est également actif dans le soin et l'éducation, et cela dans le grain le plus ténu de nos existences. N'est-ce pas ? Vous avez un couteau Smart Knife qui nous renseigne sur les qualités du produit que vous allez consommer, n'est-ce pas ? C'est pas le goût qui vous renseigne. C'est la technique, c'est le Smart Knife. Vous avez une fourchette Happy Fork, n'est-ce pas, qui normalise votre manière de vous nourrir en corrigeant vos gestes, c'est-à-dire si vous mangez trop vite, si vous mangez trop lentement, etc. Ouais. Donc, vous avez bien sûr les villes intelligentes qui vont justement se mettre en place, et je parlerai tout à l'heure, si j'ai un peu de temps, de Le Corbusier. Alors, on voit bien là qu'avec la Life Intercom d'harmonie universelle, comment la machine numérique devient un dispositif palliatif à ce que Hannah Arendt, la philosophe, appelle la désolation, à l'esselement, au désert. La solution technicienne, elle vient là à la place de ce qui a pu constituer ce qui fait l'humanité dans l'homme, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire le champ du politique. La religion, n'est-ce pas, on a évoqué ce matin, la religion, c'est d'abord ce qui relie les hommes entre eux. Et il y a des religions laïques, bien sûr, n'est-ce pas ? Et lorsque on n'a pas d'autre lien que la machine, on peut s'interroger sur quel type de religion on est en train de mettre en place. Donc, la solution technicienne, on vous l'a dit, elle est moins chère et plus efficace. Alors, c'est très important ce point. Camus avait l'habitude de dire que les méthodes impliquent des métaphysiques, qu'elles contiennent à leur insu les conclusions qu'elles font semblant d'ignorer. Eh bien, je crois que c'est la même chose aujourd'hui, avec quelque chose que j'appelle la rationalisation technico-financière des pratiques du travail social, du soin, de l'éducation, de la recherche. Adossée à des protocoles, calibrée sur une pensée de compagnie d'assurance, actuarielle comme on dit, transformant les subjectivités en configuration probabiliste d'information numérique capturée par un dispositif gestionnaire, n'est-ce pas ? Eh bien, nous devons apprendre la langue, nous devons apprendre la grammaire des machines. C'est donc une initiation, n'est-ce pas ? C'est une nouvelle forme de civilisation des mœurs, et ceci jusqu'à l'absurde. À la manière de Camus, je dirais d'ailleurs que l'horreur vient en réalité du côté mathématique de l'événement. On travaille sur des populations, vous le savez, on travaille sur des facteurs de risque, on vise à tout prix l'utile et le comptable, le court terme, les résultats immédiats, l'efficace et le pas cher. Donc la chose est connue, n'est-ce pas ? Elle peuple les prescriptions et les évaluations auxquelles sont soumis les praticiens. Elle nourrit les fantômes et les machines des dispositifs qui, aujourd'hui, les vampirisent, les cannibalisent, les jettent désespérés et hagards sur le radeau de la méduse néolibérale. Ils ont trouvé d'ailleurs ces praticiens, n'est-ce pas, du champ sanitaire et social, soumis à la résurgence du vieux taylorisme. Je vous invite à lire peut-être un article que j'ai fait sur le spectre de Taylor qui est paru dans Libération il y a quelques jours. N'est-ce pas ? Ils ont trouvé ces praticiens du champ sanitaire et social soumis à la résurgence du vieux taylorisme dans l'océan des colères et des insurrections de l'appel des appels d'autres frères naufragés, psy, médecins, magistrats, enseignants, chercheurs, acteurs de la culture, journalistes. La critique de ce rationalisme morbide, de cette logique technicienne dominante, de cette tyrannie des normes comptables et bureaucratiques, de ce positivisme politique, de ces dispositifs de servitude volontaire, a été faite tant de fois ces dernières années, hurlée par tant de voix qu'on espérait, n'est-ce pas, ne pas avoir à y revenir. Rien n'a changé. Rien n'a changé, surtout pas après un changement de gouvernement dont nous pensions tout à fait naïvement qu'il serait aussi un changement de régime. Je veux dire de régime de la parole politique. Eh bien, nous avons cru naïvement que l'administration des humains allait enfin s'effacer devant le politique, soit ce qui permet justement le lien entre les subjectivités. Nous avions pensé naïvement que la dimension artisanale, c'est-à-dire artisan et artistique aussi, la dimension artisanale de nos métiers allait nous être rendue,
autorisée qu'elle serait après un long retour d'exil. Au lendemain des élections, il nous a fallu les déchanter. Le long dialogue des humains demeure toujours en suspens, répudié par le pragmatisme, le réalisme, l'utilitarisme de la mondialisation. À nouveau, nous sommes convoqués à demeurer techniciens. Or, nous ne saurions nous contenter d'être techniciens, nous qui sommes sommés, travaillés, requis, que nous sommes par la matière avec laquelle nous œuvrons, c'est-à-dire la parole. Nous qui sommes requis de devoir accueillir, n'est-ce pas, dans nos métiers, la contingence de l'art, le tour de main de l'artisan, n'est-ce pas, la fragilité complexe des pluriels singuliers qui font le genre humain. Nous improvisons dans ces rencontres, qui, à l'instar de la rencontre amoureuse, n'est-ce pas, et de la création artistique, ne se commandent pas, ne se prescrivent pas, ne sont pas conformes, standardisés, prévisibles. Souvenez-vous de la phrase de Breton, n'est-ce pas, à propos de la rencontre amoureuse, c'est comme si je m'étais perdu et qu'on vint tout à coup m'apporter de mes nouvelles. Revenons à l'expérience pilote et à ces fameux bracelets électroniques. Ils surveillent, ils contrôlent, ils façonnent, ils normalisent, ils corrigent. Ils tendent à remplacer notre conscience morale et le guide de notre raison. La technique est devenue moralisatrice, c'est d'ailleurs ce que souhaitaient les ingénieurs du XIXe siècle, mais je n'ai pas le temps de développer. Le message d'émancipation des Lumières, qui invitait à sortir de l'état de minorité, à s'émanciper à l'aide de la raison critique et de la conscience morale, paraît bien vieillot. L'appareil aujourd'hui économise, et économise dans tous les sens du terme, n'est-ce pas, d'avoir à penser et à juger. Alors pour combien de temps ? On nous a dit que c'était peu cher et très efficace. Eh bien, pour le temps, semble-t-il, au cours duquel on porte l'appareil. L'efficacité de ces bracelets électroniques est loin d'être prouvée. Aux États-Unis, par exemple, ils sont utilisés depuis 10 ans au moins, les études indiquent un résultat positif. C'est-à-dire qu'effectivement, n'est-ce pas, on s'aperçoit dans le Dakota du Sud, par exemple, on a eu des recherches, que moins de 5% des gens qui portent cet appareil ne récidivent pas. Mais quand on leur enlève l'appareil, la moyenne de la récidive rejoint la moyenne générale. Donc ça veut dire qu'il faut porter l'appareil à vie. Alors, la machine, vous voyez, comme guide sur Moïque, comme prothèse morale portative, a l'énorme avantage de pouvoir être plus facilement enlevé que cet habitus qui est fabriqué par une conscience morale tenue par l'angoisse et la culpabilité. Donc pour être efficace, le contrôle par ces automatismes, parce qu'il ne s'agit pas que de machines, là je n'ai pas le temps, il me faudrait 3 heures et je ne les aurai pas, mais n'est-ce pas, le contrôle par ces machines, bien évidemment, il est l'intériorisation de la machine, ce n'est pas simplement la portée. C'est-à-dire il est l'intériorisation d'automatismes qui nous évite d'avoir à penser. La normalisation technique de l'humain est en marche. Son système totalitaire s'impose tous les jours davantage au nom justement de l'efficacité et des économies qu'il permet dans tous les sens du terme. Il est la nouvelle langue du pouvoir. Il en déplace les lignes et les figures, les enjeux et les modes d'exercice. Il place les peuples et les individus sous ce que j'appelle une curatelle technico-financière. La rationalité technique qui se prévaut de l'efficacité et de l'économie est la nouvelle langue du pouvoir dans le gouvernement des hommes et dans le gouvernement de soi. Il faut bien comprendre que cette manière de voir le monde s'inscrit dans la recomposition et la transformation de la nature du savoir, de la culture, de la politique, dont elle surgit autant qu'elle la façonne et qui convient à une nouvelle forme de politique qui n'est rien d'autre que l'administration des hommes. Administrer les hommes comme les choses. L'ordinateur, ce n'est pas simplement l'outil fascinant, merveilleux, je n'en disconviens pas, hein. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, l'outil fascinant et merveilleux qui permet des découvertes. Il est la matrice formelle qui détermine une manière de penser le monde et une manière de fabriquer le sujet humain. Il est le nouveau conformisme auquel la pensée doit se plier automatiquement. Ce succès du modèle informatique dans la manière de donner le monde, au sens d'une donation ontologique des objets dans le monde, n'est-ce pas ? Ce succès du modèle informatique est une vision du monde et des faits qui s'y produisent. Toute autre manière de rendre compte de ces faits existentiels est aujourd'hui dévaluée ou rendue invisible. Il y a une extermination symbolique de certaines formes de savoir ou de certaines pratiques thérapeutiques, n'est-ce pas ? On ne va pas détruire physiquement les gens qui les actent, mais on va rendre invisible
n'est-ce pas, si vous voulez, leur travail. Cette transformation générale de la nature du savoir a permis de recomposer le champ des pratiques thérapeutiques, le champ des sciences, tout autant que celui de l'opinion publique, en reléguant à l'arrière-plan l'importance du débat, l'importance de l'argumentation, l'importance de la réfutation, l'importance de la pensée critique. Au point que parfois ce sont les machines qui décident pour les hommes et qui tendent à se substituer au débat politique, dont sans exproprier les savants, les artisans, les journalistes et autres professionnels de leur capacité de juger grâce à la mise en place de systèmes très formels de l'évaluation. On vous dit que l'évaluation c'est objectif et scientifique, c'est bidon. J'ai fait des années d'épistémologie, je peux vous le dire, n'est-ce pas ? C'est simplement l'évaluation est une évaluation de l'objectivité formelle, quantitative et procédurale. Ça veut dire que ça permet de compter et ça permet de voir si c'est conforme à des règles. Mais ça ne donne pas la science. Cette transformation de la parole en information, qui fait fléchir le cours du récit et de l'histoire, correspond exactement aux besoins du capitalisme et plus particulièrement du capitalisme financier. Elle a né la philosophie implicite, elle a né la culture, elle a né ce que Gramsci appelait le folklore. Alors, qu'est-ce que cette culture aujourd'hui ? Qu'est-ce que, n'est-ce pas, ce folklore aujourd'hui, si ce n'est la manière dont le capital est devenu la substance automatique de toute chose, de tout être, tout objet, tout événement. Donc, ce qui ne compte pas n'existe pas, est rendu invisible, n'est-ce pas, ou est répudié. Alors, je crois qu'il faut voir que l'expertise statistique, et là encore, j'étais plutôt bon dans mes études en statistique et j'adorais ça, donc je n'ai rien contre les statistiques, mais l'expertise statistique, formelle et numérique, aujourd'hui, elle est devenue, si vous voulez, l'opérateur, n'est-ce pas, d'un nouveau paradigme de civilisation des mœurs. C'est cela que j'aimerais essayer de vous montrer. Elle est devenue l'opérateur d'une nouvelle morale positive et curative pour penser le monde et le vivant. Et les changements, nous n'avons pas le temps d'en parler, mais les changements dans la manière de classer des diagnostics reposent essentiellement sur l'introduction de ces automatismes. Ils ne sont pas justifiés par des données scientifiques. Il convient de ne pas oublier la formule tout à fait visionnaire du philosophe Jean-François Lyotard pour mesurer la portée anthropologique de cette modification dans nos manières de comprendre et de soigner. Jean-François Lyotard écrivait « Il est raisonnable de penser que la multiplication des machines informationnelles affecte et affectera la circulation des connaissances autant que l'a fait le développement des moyens de circulation des hommes d'abord, les transports, des sons et des images ensuite, les médias. Dans cette transformation générale, la nature du savoir ne reste pas intacte. Il ne peut passer dans les nouveaux canaux et devenir opérationnel que si la connaissance peut être traduite en quantité d'informations. On peut donc en tirer la prévision que tout ce qui dans le savoir constitué n'est pas ainsi traduisible sera délaissé et que l'orientation des recherches nouvelles se subordonnera à la condition de traduisibilité des résultats éventuels en langage de machine. C'est essentiel. Si vous voulez, pourquoi est-ce que la clinique aujourd'hui se trouve dévaluée ? Parce que c'est très difficile de la traduire en langage de machine. Pourquoi est-ce que les paroles se trouvent dévaluées ? Parce que c'est très difficile de les traduire en langage de machine. C'est-à-dire que l'information, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais l'information est la part la plus réduite de la parole, n'est-ce pas ? C'est la part qui peut être quantifiable, c'est la part qui peut être formalisable. Mais bien évidemment, raconter une histoire, transmettre ce qui s'est passé dans un service, etc., ça, c'est tout à fait autre chose qu'une somme d'informations. Alors, un mot sur le système technicien. Il y a eu des travaux très importants de Jacques Ellul là-dessus. Le système technicien, il est aujourd'hui la solution trouvée par notre société pour résoudre les problèmes que poserait depuis son origine l'art de gouverner, d'éduquer et de soigner. Cette solution s'est développée essentiellement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au cours du XIXe siècle, mais plus particulièrement à partir de la deuxième révolution industrielle. Et je pense que nous continuons à subir, n'est-ce pas, cette impensée anthropologique et philosophique et politique que constitue justement cette solution technicienne.
Tout se passe comme si, depuis ce siècle, le 19e, où l'horizon du progrès de l'esprit accompagne la malédiction de la pensée totalitaire, nous n'en finissions pas de nous débattre avec les fanatismes des religions, de la technique et du marché, renouvelant ainsi les guerres des religions des siècles précédents. Je n'ai pas le temps de développer, mais dans mon livre, notamment, j'essaie de montrer que ce technofascisme fabrique, produit l'émergence de nouveaux populismes, l'émergence de nouveaux intégrismes, c'est-à-dire ce que j'appelle les théofascismes. Face, si vous voulez, à la solution technicienne de l'Occident, eh bien évidemment, n'est-ce pas, émergent en quelque sorte, n'est-ce pas, des barbaries théofascistes terrifiantes. Parce que nos sociétés de parole se sont progressivement transformées en sociétés de l'information, parce que l'ensemble des dispositifs de subjectivation, de normalisation se sont recomposés sous les effets de cette nouvelle contrainte, au nom du progrès scientifique, au nom du bien-être social, nous assistons sous le feu des projecteurs des spectacles médiatiques et de la lumière crue des entrepôts de marchandises à un véritable choix par le pouvoir d'une conception de l'homme, des significations anthropologiques de sa folie, de ses angoisses, de ses malaises, de ses souffrances et bien sûr des prises en charge qu'il requiert. Il y a donc un choix de paradigme. Quand je dis choix, ça ne veut pas dire qu'il y a un complot. Je ne crois pas du tout à la théorie du complot. Bien évidemment, c'est un système. Foucault disait « le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce ». Nous sommes tous à la fois des agents et des sujets qui subissons le pouvoir. Ce choix d'un paradigme implicite dans les conceptions de l'homme, de ses raisons, de ses déraisons, n'est pas simple. Il n'est pas univoque. Il n'est pas déterminé, encore une fois, par la seule volonté des dominants et leurs privilèges. Il est le produit d'une époque. Il est le produit d'une société. Il est le produit de rapports de force qui tendent à privilégier de manière tragique un aspect de la réalité plutôt qu'un autre. Et cet aspect qui est privilégié, bien sûr, c'est celui qui est le plus, au sens de Bourdieu, utile socialement, c'est-à-dire, bien sûr, utile aux logiques de domination. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est un point très important, n'est-ce pas, les dispositifs de censure se sont métamorphosés. Les censures aujourd'hui, ce n'est pas sur les contenus d'un discours ou sur, si vous voulez, le contenu des manières de soigner. Non, c'est sur les conditions de production du savoir et c'est sur les conditions de production des actes de soins ou de travail social. C'est-à-dire la censure, elle ne porte pas sur le contenu, elle porte sur ce que vous pouvez faire en quelque sorte ou produire comme recherche, ou produire comme manière de soigner, ou produire comme manière d'accompagner. Donc la censure, elle passe aujourd'hui par la grammaire des discours, par une police des normes, et l'évaluation y appartient, qui filtre les énoncés acceptables à partir de leurs conditions d'énonciation. Donc vous voyez, ce qui est menacé aujourd'hui, c'est finalement la biodiversité des modes de production. C'est la biodiversité des manières de soigner. C'est la biodiversité, vous voyez, des modes de connaissance. C'est cela qui est aujourd'hui menacé. Et menacé, on peut dire que cette catastrophe-là, qui à mon avis est une catastrophe anthropologique, qui est une catastrophe politique, elle est tout à fait isomorphe, consubstantielle à ce qu'on appelle la catastrophe écologique. La catastrophe écologique n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'iceberg étant cette catastrophe, si vous voulez, de l'humanité de l'homme, menacée par une certaine manière d'utiliser, encore une fois, la technique, menacée par, je dirais, une prévalence, un monopole d'une rationalité instrumentale, d'une rationalité, n'est-ce pas, et ce que j'appelle pratico-formelle. Alors, on voit bien, par exemple, comment, si vous voulez, aujourd'hui, n'est-ce pas, on voit bien comment cette idéologie qui habille de la raison instrumentale et de motivation compassionnelle, une pensée restauratrice des anciennes manières de traiter et de théoriser l'angoisse, la folie et la mélancolie, n'est-ce pas, comme au bon vieux temps du XIXe siècle, on la trouve en œuvre, justement, notamment dans la plupart des réformes qui tendent à transformer la psychiatrie en santé mentale. J'ai horreur de ce terme. La santé mentale, c'est l'hygiène publique du corps social. Ce n'est pas une manière de comprendre, ce n'est pas une manière d'entendre les souffrances, n'est-ce pas? Et on voit bien comment cela fabrique, n'est-ce pas, cette conception hygiéniste, finalement, des individus qui ne sont plus que des molécules ou qui ne sont plus que des segments de population statistique. La psychiatrie se transforme aujourd'hui en hygiène du corps social visant à débusquer les individus à risque. Il ne s'agit plus de guérir les patients. Il ne s'agit plus d'entendre le sens de leurs symptômes psychiques et sociaux, mais de repérer des populations à risque dont on peut soupçonner à partir de multiples indicateurs qu'ils sont susceptibles de développer des troubles et donc les surveiller
les contrôler, les accompagner, mais les accompagner au sens très normatif du terme. Donc, population individuelle à risque, il convient de surveiller, d'accompagner et d'intégrer socialement, non sans les avoir plus ou moins médicalisés au préalable, puisque la science neuropsychiatrique aujourd'hui les considère simplement comme des dysfonctionnements neurocognitifs produits par des vulnérabilités génétiques, activés par des stress pathogènes et conduisant à des désordres émotionnels et comportementaux. Donc vous voyez, c'est du fond de cette philosophie implicite de notre époque que se trouvent aujourd'hui fabriquées nos nouvelles manières de poser les diagnostics et nos nouvelles manières de soigner. Donc, l'approche des symptômes psychiatriques, en termes d'histoire singulière, par exemple, en termes de récit de vie, en termes de signification culturelle et anthropologique, se voit récusée au profit d'une conception purement déficitaire du symptôme, propre à la nouvelle santé mentale, qui rencontre donc des troubles mentaux en termes de dysfonctionnement neurocognitif, favorisés par des vulnérabilités génétiques et sociales. Donc, l'anxiété, la dépression, etc., ou les addictions, ne résulteraient plus de conflits intérieurs, d'un sujet tragiquement divisé avec lui-même, fabriqué par son histoire, contraint à donner du sens à sa vie, pris dans l'angoisse et la culpabilité, en rapport avec son environnement et sa culture et la société, plus du tout. Aujourd'hui, encore une fois, n'est-ce pas, il faut dépister à l'aide de données épidémiologiques, n'est-ce pas, et puis contrôler, normaliser, façonner. Je dirais, pour faire vite, chaque société a la pathologie qu'elle mérite et la psychiatrie qui lui convient. Donc aujourd'hui, où notre culture s'éloigne toujours plus d'une conception tragique du sujet humain, n'est-ce pas, au profit d'un modèle technique, instrumental et économique, eh bien, la prise en charge des souffrances psychiques et sociales s'éloigne toujours plus des pratiques de soins psychiques, au profit d'une simple gestion des risques fondée sur l'épidémiologie des populations, leur profil différentiel, leur vulnérabilité sociale et génétique, leur dysfonctionnement neurocognitif. Donc dans une société comme ça, c'est une société de contrôle, au sens de Deleuze qui a été cité ce matin, dans une société de contrôle régie par la technique, l'orthopédie sociale tend à remplacer le soin. Vous voyez, je crois que c'est cette langue-là, cette langue technico-financière qui aujourd'hui colonise l'ensemble des secteurs d'activité humaine. C'est-à-dire que c'est la nouvelle langue du pouvoir qui contraint à financiariser l'ensemble de nos activités. Alors on dit, mais c'est au nom de l'objectivité de la technique. Et on oublie là une phrase fondamentale du sociologue de l'école de Francfort Adorno qui écrivait « Ce que l'on ne dit pas, c'est que le terrain sur lequel la technique acquiert son pouvoir sur la société est le pouvoir de ceux qui la dominent économiquement. De nos jours, la rationalité technique est la rationalité de la domination même, elle est le caractère coercitif de la société aliénée. » Cet impératif de la langue technique, qui passe la plupart du temps par le traitement numérique des informations, accompagne la recomposition des pratiques sociales, des pratiques de soins, accompagne aussi une nouvelle civilisation des mœurs. C'est ce point qui me paraît très important et, bien sûr, du coup, cette réduction de la parole à la technique, elle me semble menacer dans l'homme, l'humanité dans l'homme, elle me semble menacer tout ce qui pouvait constituer, si vous voulez, la singularité des pluriels que sont les humains et qui se donnait par les récits et les histoires qui prennent soin des expériences tragiques de notre vie. Aujourd'hui, ce n'est pas la parole qui compte. Aujourd'hui, dans toute la vie sociale, quelle qu'elle soit, c'est l'information. L'information a pris le pas sur la parole par un certain usage de la mathématique et du traitement numérique des données, n'est-ce pas, que les statistiques et la puissance des ordinateurs aujourd'hui, bien sûr, n'est-ce pas, permettent à l'extrême de toute pensée. À la polysémie et à la polyphonie des actes de parole, qui font la poésie aussi, comme vous savez, et l'amour, n'est-ce pas, qui exposent l'humain à l'incertitude, à l'équivoque, à l'infini, dont se nourrit la vraie pensée, pour aller vite, vient se substituer de nos jours, n'est-ce pas, et dans tous les domaines, c'est ça qui est important, une analyse formelle et sémiotique de résolution des problèmes par un traitement numérique des données. Alors, cette transformation de la nature du savoir qui privilégie la part technique instrumentale du langage, l'information, au dépend de sa part fabulatrice, aux dépens des fictions, aux dépens de la mise en récit, n'a pas surgi de manière inopinée. Ce n'est pas simplement lié au développement de la technique. C'est un fait
de société, c'est un fait de civilisation, c'est-à-dire, si vous voulez, que cela produit une nouvelle manière de gouverner et une nouvelle manière de produire des subjectivités. Alors, ce que je voudrais évoquer pour avancer un peu, comme je ne sais pas exactement le temps qui me reste, mais ça va, j'ai encore un peu de temps, je voudrais évoquer, si vous voulez, pour rendre compte de ces affinités électives, n'est-ce pas, entre la manière de construire le sujet humain par l'éducation, le soin et les formes politiques, je voudrais évoquer d'autres débats dont, qui nous permettent de comprendre, n'est-ce pas, que quand il y a une forme comme ça qui s'impose dans une société, elle tend, n'est-ce pas, à essaimer, à se diffuser dans l'ensemble des pratiques sociales. Pas simplement, c'est qu'en gros, ce qui se produit aujourd'hui dans le soin ou le travail social se produit aussi dans la recherche, se produit aussi dans l'enseignement, se produit aussi, si vous voulez, dans la manière d'informer, se produit aussi dans la manière de construire, etc. Et pour vous donner ce petit exemple de ce qu'il en est de la construction du sujet humain, j'irai chercher du côté de débats entre justement les urbanistes et du côté des architectes, même si effectivement, comme l'a dit ce matin Jean-Pierre Coutéron, c'est vrai que le sujet humain, ce qu'il habite d'abord comme monde, c'est sa langue. Mais justement, la langue, il ne faut pas croire que c'est uniquement le discours, il ne faut pas croire que c'est uniquement le langage. La langue, ça se matérialise aussi dans la construction d'une ville, dans la construction d'une maison, dans les constructions architecturales. J'essaie depuis tout à l'heure, de manière sans doute très maladroite, mais elle est balbutiante, de vous montrer, si vous voulez, que ces formes-là, elles innervent l'ensemble de nos activités. Et que la manière dont on soigne ou la manière dont on accompagne, eh bien, elle se trouve isomorphe, par exemple, de la manière dont on construit. Elle se trouve isomorphe de la manière dont on informe, dont on éduque, etc. Alors, je vais prendre un exemple, si vous voulez, du côté justement de la construction, au sens classique du terme, n'est-ce pas? Essayez de vous montrer qu'au fond de toutes ces constructions urbaines, architecturales, etc., il y a des débats importants, qui sont justement cette impensée politique, cette impensée philosophique dont j'essaie de vous parler depuis tout à l'heure. Au fond de toutes ces constructions, donc quelles qu'elles soient, urbanistiques, savantes, éducatives, soignantes, artistiques, juridiques, voire politiques, ce qui se dévoile à un moment donné, dans une société donnée, c'est ce qui fait l'humanité de l'homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le propre de l'homme. Alors, si nous prenons justement, je vais travailler un peu des textes justement d'architectes et d'histoire de l'architecture, si nous prenons les utopies, les modèles qui pensent l'urbanisme, qu'est-ce qu'on constate? On constate d'abord que les courants, les paradigmes et leurs experts s'affrontent avec autant de férocité que dans le champ de l'éducation, de la psychologie, de la psychiatrie ou du travail social. Ils sont aussi féroces que nous là-dessus, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce qu'au-delà des luttes personnelles de pur prestige, au-delà des oppositions et divergences théoriques, ce qui les oppose, et c'est ce point sur lequel je voudrais insister, ce qui les oppose, c'est sur, si vous voulez, la réponse qu'ils donnent à qu'est-ce que c'est qu'un sujet humain? Quelle est sa liberté? Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? Et donc, les créations de l'urbanisme ou les créations architecturales, n'est-ce pas, eh bien, sont partout, à mesure de leur apparition, controversées parce que ce qu'elles mettent en question, justement, c'est la manière dont on conçoit ce qu'est un humain. La manière dont on conçoit, n'est-ce pas, comment il peut se déplacer, comment il peut rencontrer les autres dans une ville, comment il peut s'abriter, comment il peut vivre avec les autres. Donc c'est les différentes manières de penser le monde, les différentes manières de penser le lien social, les différentes manières de penser la citoyenneté, les différentes manières de penser l'humanité qui viennent se révéler dans ces oppositions, n'est-ce pas, des utopies de l'architecture ou de l'urbanisme. Et si vous acceptez ce rapprochement, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose dans nos modèles éducatifs, nos modèles de travail social, nos modèles thérapeutiques. Alors, j'ai pris volontairement deux personnes complètement opposées. J'ai pris Camille Ossite qui est un architecte viennois de la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas, à l'époque de Freud, pour aller très vite, un peu plus récent, et puis Le Corbusier que vous connaissez d'ailleurs ici avec la Cité radieuse, n'est-ce pas, à Marseille. Alors, Le Corbusier, par exemple, pour lui, c'est clair. Comme les gens qui disent « moi, je ne fais pas de politique », ce qui est une façon d'en faire, Le Corbusier, il dit « moi,
Je ne fais pas de politique, ce qui m'intéresse, c'est la technique. Et je vais essayer de vous montrer que justement, n'est-ce pas, cette manière de faire chez Le Corbusier le rapproche à l'extrême de ce qu'on appelle le fascisme à la française. Je vais y revenir. Le Corbusier est l'exemple même de l'architecte pour qui les problèmes de l'urbanisme ne seraient que des problèmes techniques. Et sa conception futuriste, nous le verrons, fraye sérieusement à l'époque déjà avec la politique fasciste, ou du moins est largement compatible avec elle. Et Valois et les faisceaux, donc si vous voulez, ce qui est à l'origine des mouvements fascistes, rendent un hommage très vibrant, bien évidemment, à l'architecture de Le Corbusier. On y reviendra. Ce sur quoi je voudrais attirer encore une fois votre attention. Je vous provoque un peu, mais comme je sais qu'on aura très peu de temps pour répondre, 10 minutes. Bon, 10 minutes. 10 minutes, ça devrait aller. Donc, vous voyez, de la même manière que j'ai essayé de vous montrer, sans doute de manière très maladroite, n'est-ce pas, que les créations dans nos manières de travailler, qu'elles soient dans le domaine du soin, de l'éducation ou de la recherche, sont des normes politiques, philosophiques, anthropologiques matérialisées, on peut dire que les créations de l'urbanisme sont des normes matérialisées, des normes qui se trouvent ainsi imposées aux citoyens. Qu'est-ce que c'est qu'une norme ? On a cité ce matin le sel de la terre. Celle de la terre, c'est d'abord Canguilhem. N'est-ce pas, le sel de la vie, pardon. Le sel de la vie, c'est d'abord Canguilhem. Et alors Canguilhem, il a une définition des normes qui est assez extraordinaire. Il dit qu'est-ce que c'est une norme ? Il dit une norme, c'est la somme des exigences imposées à une existence. La somme, n'est-ce pas, des exigences imposées à une existence. Eh bien, si vous voulez, les créations de l'urbanisme sont des normes matérialisées, c'est-à-dire des exigences imposées à des existences. Vous voyez ? Avec l'organisation du travail, la construction des villes conditionne les modalités du vivre ensemble. Alors, si je prends mes deux exemples. Donc, d'un côté gauche, on va dire, Camille Ossite, 1843-1903, architecte viennois, et de l'autre, à droite, ce qui ne vous étonnera pas, Le Corbusier. Qu'est-ce qu'on constate ? Ce n'est pas seulement deux architectes, deux utopies urbanistes qui s'opposent, mais bien deux conceptions de l'homme en société, deux manières de vivre ensemble, deux manières de mettre en commun. Vous vous souvenez d'ailleurs de la devise du groupe de sécession, des peintres, enfin des artistes du groupe de la sécession. En 1897, la devise, c'est, n'est-ce pas, c'est du temps de Freud, « À chaque époque son art, à chaque art sa liberté ». Alors justement, Camille Ossite et Le Corbusier, ils n'ont vraiment pas la même conception de la liberté. La preuve. On va commencer par lire le jugement très sévère de Le Corbusier sur Camille Ossite. Il écrit « Un jour, la lecture de Camille Ossite, le viennois, m'inclina insidieusement au pittoresque urbain. Les démonstrations de Ossite étaient habiles, ses théories étaient le passé, et le passé au petit pied, le passé sentimental, la fleurette un peu insignifiante au bord de la route. Ce passé n'était pas celui des apogées, c'était celui des accommodements. L'éloquence de Ossite allait bien avec cette attendrissante naissance du toit, le toit, qui devient un paradoxe digne du cabanon, détourné grotesquement de son chemin. Donc, voilà ce que pense Le Corbusier de son prédécesseur Camille Ossite. Alors bien sûr, la ville de Site, ce n'est pas celle de Le Corbusier. Pour Site, le principe de ses constructions de la ville, c'est, pour lui, Aristote, c'est une ville doit être bâtie de façon à donner à ses habitants la sécurité et le bonheur. Le bonheur, chez les Grecs à ce moment-là, c'est la liberté, c'est la dignité citoyenne. La solution qui s'impose à Site pour réussir ce projet, qui est un projet, vous l'avez compris, d'urbanisme autant que de philosophie politique, consiste avant tout à sauvegarder ce que l'on peut des édifices du passé, qui sont la trace de l'histoire, à s'inspirer des modèles antiques, notamment la philosophie antique, ce qui au XVIIe siècle s'appelle les humanités, c'était le courant humaniste, et associer l'art à la technique. Il ne renonce pas à la technique pour autant. Il faut sauver les places publiques, voir comment les gens peuvent se rencontrer, conserver les irrégularités des lignes, il ne faut pas de trucs fonctionnels, n'est-ce pas, et des architectures, jouer sur des effets d'optique, bref, si vous voulez, vous avez là la démocratie des communes italiennes du Trecento. C'est-à-dire, en gros, ce qui compte, ce n'est pas le côté pittoresque, comme le dit Le Corbusier, n'est-ce pas, il le dit perfidement, comme vous l'avez compris, ce qui compte, bien sûr, c'est autre chose, c'est que Camille Ossite refuse l'hygiénisme des villes modernes, il refuse le fonctionnalisme sans âme de ce qu'il appelle des pâtés de maison régulièrement aliénés. Lui, ce qu'il prône, c'est la rencontre amoureuse, la rencontre de la pensée, la surprise, l'irrégularité, n'est-ce pas ? Il condamne, je le cite, ces techniciens qui se donnent aujourd'hui plus de peine qu'il n'est nécessaire pour créer des rues rectilignes, interminables et des places d'une régularité impeccable.
ces efforts qui paraissent bien mal dirigés à ceux que préoccupe particulièrement l'esthétique des villes. En gros, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit vrai, et il faut qu'on s'y plaise, et qu'on puisse y exercer, n'est-ce pas, la rencontre qui fait la parole citoyenne. Alors ça, c'est un modèle qu'on appelle culturaliste en architecture. Il est jugé, vous l'avez compris, nostalgique par Le Corbusier, et bien sûr, il va s'opposer point pour point. Vous avez compris que je ne fais que vous parler là de psychiatrie, vous l'avez compris, je pense. N'est-ce pas ? Ce modèle, je suis sérieux, ce modèle s'oppose point par point au modèle dit progressiste et rationaliste de Le Corbusier, dont l'idée clé, c'est être moderne, c'est le futurisme, ce qui va donner, comme vous le savez, n'est-ce pas, Filippo Marinetti, c'est-à-dire, n'est-ce pas, un fasciste très proche de Mussolini. Alors, Le Corbusier, lui, c'est un des prophètes les plus fervents de la modernité et du futurisme, n'est-ce pas ? Les priorités de son humanisme, c'est le réalisme, le fonctionnalisme, l'universalité de la raison, la standardisation, l'hygiénisme et la commodité des impératifs modernes de l'industrie. C'est l'industrie, ça, une fois pour toutes, c'est plus l'homme qui doit être au centre, mais c'est l'industrie, c'est le système. L'hygiène et la santé morale des villes fabriquent, écrit Le Corbusier, une cellule sociale, un pays qui ne vaut que par la vigueur de sa race. On y est. Il y a des passages, je n'ai pas le temps, je vous ai amené des textes, mais je n'ai pas le temps de vous lire de Le Corbusier, où il parle de la virilité, enfin, etc. Il faut lire. Bon. La civilisation moderne de Le Corbusier est glorifiée avec des accents du manifeste futuriste de Marinetti. On est passé des satisfactions primaires du paysan, du prêtre, du guerrier et du poète, aux satisfactions supérieures des mathématiques et de la technologie virile. Voilà ce que proclame Le Corbusier. Alors bien sûr, l'ascétisme viril de ces nouvelles cathédrales industrielles que construit Le Corbusier n'est pas sans répondre à ce moment-là aux impératifs fascistes de l'époque et du milieu qu'il fréquente assidûment, sans jamais vouloir y adhérer, il faut quand même aussi le dire. Donc Le Corbusier est parfois apparu comme le promoteur d'un urbanisme autoritaire, au service du capitalisme industriel, fruit d'un scientisme bétonné par la folie des grandeurs d'une modernité déréglée. C'est le sacre de la machine. Je n'ai pas le temps de vous lire les passages, mais il dit en gros, qu'est-ce que c'est 5 minutes, mais qu'est-ce que c'est que... vous m'avez dit moins 20, David, vous trichez ? Non. N'est-ce pas ? Il dit, c'est quoi, par exemple, une maison ? Une maison, c'est une machine à habiter. Qu'est-ce que c'est qu'un siège ? C'est une machine à s'asseoir. Donc, vous voyez, il faut avoir présent cela à l'esprit, n'est-ce pas ? Et donc, c'est le sacre de la machine, c'est le sacre de l'organisation fonctionnelle à laquelle l'humain se doit de s'identifier. Il doit s'identifier à la vitesse du mouvement, à la vitesse de la technologie, n'est-ce pas ? Tout ce qui est cher, justement, à ce futurisme dont je parlais avec Filippo Marinetti. Alors, sans devoir me livrer, tel le journaliste Xavier de Jarcy, un réquisitoire contre Le Corbusier qu'il considère comme un fasciste à la française, je vais citer, il nous faut néanmoins quand même reconnaître, si on veut essayer de penser un peu, que son programme technicien était parfaitement soluble dans les idées fascistes de l'époque et dans le milieu qui a reconnu dans son architecture, si vous voulez, n'est-ce pas, les promotions des idées justement du fascisme. Le travail de l'architecte, c'est d'aménager rationnellement les villes, d'aménager rationnellement les voies de circulation, de faire des habitations des cellules biologiques, d'installer des conditions de redressement moral et social des populations, c'est dit dans ces textes. Il s'agira toujours davantage donc d'administrer, de prévoir, d'organiser, de coordonner et de contrôler le plus rationnellement possible les constructions comme les populations. Comme les populations. C'est de ça dont il s'agit. Nous voilà bien loin des préoccupations de ce brave Camiosit, parce qu'ici, le collectif va primer sur le singulier, mais ça va être un collectif qui ne va pas être un collectif démocratique, citoyen. Non, c'est un collectif organisé, standardisé, presque biologicisé, si vous voulez, à l'image de sa cellule d'habitation. La ville est devenue un organisme dont le technicien en architecture se fera l'hygiéniste et l'économiste. Alors, au-delà des préoccupations, j'ai 5 minutes là, au-delà des préoccupations des architectes et des urbanistes, c'est donc un problème philosophique, politique, qui se trouve illustré par cette opposition, sans doute très sommaire, que je viens de faire entre Le Corbusier et Camiosit. Mais l'enjeu, et c'est à quoi je voulais vous inviter à réfléchir, parce que vous m'avez très gentiment invité, je suis sûr que c'est pour ça, n'est-ce pas ? L'enjeu est la place de la technique dans nos sociétés. Une technique qui, depuis le XIXe siècle, n'a eu de cesse, n'est-ce pas, de se perfectionner et de s'étendre. Je rappellerai simplement
deux phrases, l'une du grand historien Arnold Toynbee, qui dit que la technologie a pris la place de la religion comme intérêt suprême et objet d'aspiration. Et j'ajouterai, pour bien me faire entendre de ceux qui voudraient rester sourds à mon propos, n'est-ce pas, j'ajouterai cette phrase de Jacques Ellul: « Ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique. » C'est ce point qui est extrêmement important. Donc, ce qu'il faut voir, pour terminer, c'est que le cours de la parole, aujourd'hui, a inexorablement chuté, et avec elle, la fabrique d'un certain type d'humains, et avec elle, la fabrique d'un certain type de démocratie. Dans la fabrique de nos subjectivités, comme dans la construction de notre espace démocratique, la parole a perdu de sa dignité, l'homme de parole de sa fierté. D'ailleurs, on peut dire à peu près n'importe quoi aujourd'hui, puisque la seule valeur d'une parole, c'est le moment où elle émerge. Donc on peut dire une chose et son contraire le lendemain. On compte sur l'amnésie des citoyens pour se faire oublier, puisque la parole politique, à ce moment-là, elle a simplement la vertu d'avoir été transformée en marchandise pour acquérir une part d'opinion publique. Alors, l'engagement d'un sujet dans sa parole suppose une certaine confiance dans le langage et un certain amour de la langue, dont il a été question ce matin, qui fait de la quête du sens une drogue dure, spécifique à notre espèce fabulatrice. N'est-ce pas ? C'est une expression de l'écrivain Nancy Hudson que vous connaissez. Donc les événements qui nous arrivent, ceux dans lesquels nous sommes activement impliqués, comme ceux auxquels nous assistons passivement, n'ont aucun sens à eux-mêmes. Ils n'acquièrent de sens qu'à partir du moment où ils sont tricotés par les mailles du langage que l'on peut raconter, se raconter à soi-même et aux autres. C'est-à-dire, c'est à partir de là où on peut rêver. Et c'est ce point qui est important. C'est ce point du don de la langue, de son équivocité, de son aspect poétique qui est aujourd'hui, si vous voulez, menacé. N'oubliez pas également ce que rappelait le linguiste Victor Klemperer dans la langue du Troisième Reich, n'est-ce pas ? Ils ont 9 langues. Il citait Schiller, la langue cultivée qui poétise et pense à ta place. Et lui proposait de généraliser cette proposition au-delà de son aspect esthétique. Toute langue fabrique l'être. Toute langue fait apparaître au monde l'être et la manière dont il entre en rapport avec lui-même et avec les autres. Il disait à propos de la langue du Troisième Reich, elle imprègne les mots et les formes syntaxiques de son poison, elle assujettit la langue à son terrible système, elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret. Et aujourd'hui, ce qui est menacé, entendez bien, c'est pas simplement l'hégémonie culturelle de la langue technicienne, ce qui est menacé, c'est la biodiversité culturelle de la manière dont les humains peuvent rendre compte de leur expérience, c'est-à-dire raconter leur expérience. D'abord, se la raconter, et ça constitue la pensée, et la raconter aux autres, ça constitue le champ du politique et le champ de l'amour. Je terminerai rapidement, pour conclure donc, dire que le système technicien, la technique n'est pas l'ennemi de l'homme, de sa nature, puisque justement, elle lui appartient de pied en cap, puisqu'il l'a produit. L'humain a produit la technique, n'est-ce pas ? En le produisant, l'humain s'est fabriqué lui-même. Et il a fait ainsi évoluer sa manière d'éprouver l'expérience et de la transmettre. Mais pour émancipateur qui ait pu être, si vous voulez, n'est-ce pas, ces dispositifs de maîtrise de la nature et d'allègement des humains des anciennes oppressions sociales, l'histoire du XXe siècle, l'histoire du totalitarisme a montré que l'Europe des Lumières pouvait se transformer en Europe du couvre-feu, pour reprendre l'expression de Camus. L'histoire a montré que la disparition des lucioles chères à Pasolini était possible, voire inévitable, dès lors que n'étaient plus imposées les conditions de leur survie, soit une manière d'affirmer la nécessité que puissent être maintenues les conditions de l'expérience de la pensée et de sa transmission. Faute de quoi, ce qui disparaîtrait avec les lucioles ne serait rien d'autre que la fragile humanité de l'homme, c'est-à-dire cette fragilité, cette humanité qui, comme le disait Jaurès, humanité qui n'existe pas encore ou à peine. Pour pouvoir faire face au déclin aujourd'hui du récit, à cette menace sur la parole et à la pensée, il importe que nous réaffirmions la voie poétique de l'émancipation politique, la voie poétique du rêve et de l'idéal qui nourrit aussi bien, encore une fois, l'espace du politique que la création des subjectivités. Et je terminerai avec le poète antillais Patrick Chamoiseau,
afin de ne pas oublier d'abord cet aphorisme de Benjamin. Donc, je vais d'abord vous donner l'aphorisme de Benjamin. Le conteur est la figure sous laquelle le juste se rencontre lui-même. Peut-être que nous avons perdu aujourd'hui la capacité d'être juste. Ce sont les conditions, si vous voulez, de cette rencontre, n'est-ce pas, dont justement les poètes savent nous parler. Et tant pis, allez, je termine encore avec Canguilhem. Canguilhem disait que la raison est régulière comme un comptable, mais la vie anarchiste comme un artiste. Je vous remercie.